Maintenant, comme vient de présenter Abdelkarim Boudra, passons aux détails. On va détailler secteur par secteur. On va commencer par l'économie. C'est le premier gros volet de cette initiative d'AMI. Voilà. Très bien. Alors, c'est à vous. Bonjour. C'est Mokhtar Karoubi, en fait, Raif. Alors, j'ai la facile mission de vous détailler la politique économique jusqu'en 2020 en 12 minutes. Donc, on va commencer par des aspects positifs. Il y en a, et beaucoup. Donc, il y a des acquis socio-économiques qui sont indéniables. Et donc, depuis l'indépendance, il y a pas mal de variables qui ont évolué de façon quasi exponentielle et qui font que l'Algérie a réalisé des percées au niveau social et au niveau économique sur certains plans du monde. Pour illustrer ça, le revenu par habitant a plus que doublé si on le considère en dollars constants, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation. Si on tient compte de l'inflation, il a beaucoup plus que doublé, bien sûr, en 50 ans. D'accord. Et aujourd'hui, en 2011, il est estimé, par exemple, à 7 000 $ par habitant, ce qui nous place pas en haut du tableau, mais dans la partie milieu supérieur des pays par revenu par habitant, ce qui est pas mal. Il y a un deuxième élément, c'est que le taux de pauvreté a été considérablement réduit depuis 1962. Ça aussi, c'est un élément très très important. Certains pays fondent toute leur politique économique simplement sur cet indicateur et n'y arrivent pas. Il y a un troisième élément, c'est la disparité entre les différentes couches, j'aime pas ce mot, les différentes catégories de la société. Donc les inégalités se réduisent au fur et à mesure. Il y en a qui ne partagent peut-être pas cet avis, mais rappelez-vous qu'on est en train de comparer la situation de 1962 à la situation aujourd'hui. Et on a un fleuron de l'industrie, notre industrie hydrocarbure, et dans les standards internationaux. Aujourd'hui, on fait appel à l'expertise algérienne dans le Sultanat d'Oman, on fait appel à l'expertise algérienne au Pérou, et les Algériens, les ingénieurs pétrole s'expatrient un peu partout parce qu'ils ont un savoir-faire indéniable. Et ça, c'est un acquis définitif. Alors, en face, il y a quand même des imperfections. Il y en a pas mal aussi. Alors, elles s'articulent tous autour du fait que si on compare l'Algérie à des pays qui étaient plus ou moins dans la même situation il y a 50 ans au moins, voire derrière nous pour certains, la rapidité avec laquelle nous progressons est un peu décalée par rapport à notre potentiel. On ne va pas parler du Japon, on ne va pas parler de la Corée, mais si on parle du Maghreb, si on parle de la Turquie, si on parle de certains pays d'Afrique, si on parle de certains pays de la zone MENA, ils étaient derrière, ils sont aujourd'hui très loin devant. Alors, l'un des freins, c'est la rente. Finalement, ce qui était censé être notre bénédiction a fini par révéler certains aspects pervers. Je n'étais pas censé le dire, mais j'en ai trop envie, donc je ne vais pas m'en priver. Les hydrocarbures étaient notre héros, ne les laissons pas devenir notre héroïne. D'accord ? Parce que là, il y a un effet grisant qui fait qu'on est tenté de commettre des erreurs parce que le cas échéant, on peut créer ces erreurs et on peut effacer et recommencer. Ça, c'est un effet très pervers. Deuxième élément, c'est l'environnement de l'investissement. L'environnement dans lequel évolue l'entreprise en Algérie est un environnement quasi dissuasif, aussi bien pour les investisseurs étrangers que pour les investisseurs nationaux. Et si vous comparez le classement
de l'Algérie d'une année à l'autre dans le doing business, par exemple, de la Banque mondiale, de façon régulière et systématique, on régresse. Et ce ne sont pas des gens qui ne nous aiment pas, qui nous classent. On est classé sur la base de critères objectifs, quantifiables, mesurables. On régresse d'une année à l'autre. Et aujourd'hui, certains pays qui sont en guerre sont mieux classés que nous. Ça, c'est possible. Troisième élément, c'est que nous avons parfois des pôles de développement, des pôles de réforme. Mais nous n'avons pas le sentiment qu'il y a une articulation suffisante, une cohérence suffisante entre ces différents pôles. Et du coup, si, pour schématiser les réformes est une chaîne, la force de ces réformes, c'est la force de la chaîne, c'est-à-dire la force de son maillon le plus faible. Avant-dernier élément, on parle beaucoup de l'emploi aujourd'hui, parce que même si les fondamentaux macroéconomiques de l'Algérie sont globalement bons, l'un des talons d'Achille, c'est l'emploi. Et depuis quelques années, l'État s'évertue à mettre en œuvre des politiques de soutien à l'emploi qui obtiennent des résultats, mais ce sont des résultats à court terme. On met en place des mécanismes de création d'emplois, on met en place des agences, l'ANSEJ, la CNAC, l'ANGEM, avant l'ADS, etc. Mais le système est fait d'une telle manière que les emplois créés ne trouvent pas de mécanisme de soutien pour leur assurer une survie après qu'ils aient été créés. Et donc, beaucoup de ces centaines de milliers d'emplois créés disparaissent après quelques années, justement parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement. Dernier élément, last but not least, comme on dit, on a des institutions qui entreprennent des réformes, mais il est impératif d'avoir une bonne gouvernance et une bonne articulation et une bonne cohésion à l'intérieur de ces institutions pour non seulement entreprendre des réformes, mais aussi les suivre, les mettre en œuvre et évaluer leur impact a posteriori. Là, pour vous illustrer ça, il y a beaucoup de pays qui ont fait la même chose que nous, politique de soutien aux PME, substitution aux importations, performance des entreprises publiques, c'est-à-dire qui ont adopté exactement les mêmes politiques qui ont réussi. On a pris la même recette, on l'a appliquée, le plat n'a pas le même goût. Donc le problème n'est pas dans la recette, c'est dans le suivi et dans la mise en œuvre et dans l'évaluation. Ça, c'est la gouvernance. Comme c'est un élément transversal, je vais laisser mon ami Zoubir aborder ça plus en détail. Alors, bien sûr, les chantiers de rupture, que sont-ils? Tout simplement l'inverse de ce qu'on vient de voir. S'il ne devait y avoir qu'un seul chantier de rupture, ce serait rompre avec le cordon de la route. Psychologiquement, c'est très difficile. C'est comme si vous demandiez à une personne qui a deux poches, une poche qui est bourrée de billets, une poche qui est une poche où il y a quelques pièces seulement. Vous dites à cette personne, en fait, vous allez aller faire des achats, mais vous n'allez utiliser que la poche où il y a quelques pièces. C'est au bord de la schizophrénie, mais c'est le prix de la diversification. Il faut absolument arriver à cet état d'esprit. Deuxième élément, rendre le climat des affaires attractif. C'est possible, d'accord. Ça passe par une série de réformes, on va en parler brièvement. La réforme du secteur financier, les banques, le marché financier, la facilité d'accès à certaines choses qui sont certains éléments de base. Combien de temps il faut pour avoir une ligne téléphonique? Combien de temps il faut pour avoir de l'électricité chez soi? Combien de temps il faut pour avoir un permis de construire? Est-ce que c'est quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années? Troisième élément, concentrer les politiques économiques sur la diversification. Et là, il faut à tout prix faire cet exercice de la façon la plus objective qui soit, c'est-à-dire identifier quels sont les secteurs où l'Algérie a, où l'Algérie pourrait avoir un jour des avantages comparatifs. Mettre le paquet sur ces secteurs-là
les protéger, mais uniquement pendant un temps. Parce qu'il y a eu toute la vague, la théorie des industries naissantes. On dit oui, mais on peut avoir un avantage comparatif dans telle industrie, protégeons-la. On la protège de l'extérieur. Et puis vous avez des bébés à moustache. Parce que finalement, l'industrie grandit, mais comme elle grandit dans un quasi-monopole ou dans un oligopole, elle ne subit pas de pression qui la pousse à s'améliorer. Changer l'approche de l'emploi et de l'informel. Aujourd'hui, on a une approche de l'emploi qui est orientée vers le court terme. Il faut à tout prix mettre des mécanismes de soutenabilité de cette politique-là, qui est bonne, mais qu'il faut ajuster. L'informel est perçu comme étant un fléau qu'on cherche à tout prix à éradiquer. L'informel, c'est comme l'eau. Dans une construction, ça va dans les brèches. Donc, le seul moyen de l'éradiquer, c'est d'essayer, pas de le supprimer, mais de le canaliser vers l'économie formelle. On va voir que ça va donner une approche plus intégrée, plus intéressante. Dernier élément, instituer la gouvernance économique. Il faut qu'on aille à tout prix d'une logique de personnes vers une logique d'institutions qui maintiennent le cap indépendamment des personnes qui sont à la tête ou à l'intérieur de ces institutions. Levier de changement. Un levier pour chaque élément. Le premier levier qui consiste à rompre avec la rente. Les deux éléments les plus importants. Un, c'est d'orienter l'argent de la rente vers un autre type de financement. Quel type de financement? Une partie sera orientée vers les générations futures. Une deuxième partie pourrait constituer le capital d'un fonds souverain, comme le font des pays comme la Norvège, comme le Qatar, comme la Malaisie, comme la Chine, comme la Moldavie. La liste est très longue. L'objectif de ces fonds souverains, c'est d'avoir une gestion active des réserves de change, qui peut avoir un effet sur la politique industrielle. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que le Qatar investit un peu partout aujourd'hui. Il leur arrive d'investir dans des pays pour reprendre certaines industries en difficulté, en échange de quoi ces industries-là investissent au Qatar. Et donc, du coup, ça peut devenir non seulement un outil de gestion des réserves de change, mais un outil, une arme supplémentaire dans l'arsenal de la politique industrielle. Le deuxième élément de ce levier-là, donc rupture avec la rente, consiste à détruire progressivement, mais irréversiblement, j'en ai plus besoin, détruire progressivement et irréversiblement la partie fiscale qui est alimentée par la fiscalité pétrolière. Et donc revenir vers cette règle d'or qui consiste en quelque sorte à ce que le budget de l'État, le budget de fonctionnement de l'État, soit alimenté par la fiscalité normale. Ça implique une grande réforme. Une réforme qui consiste à se désengager petit à petit de la politique fiscale, et une deuxième réforme qui consiste à la fiscalité ordinaire de monter crescendo de manière à combler ce vide. Ça implique un élargissement de l'assiette et ça rejoint l'intégration de l'informel dans l'économie officielle, parce que ça va venir alimenter le budget de l'État. Levier numéro 2, par rapport à l'environnement de l'investissement, on parle beaucoup du système financier, on parle beaucoup des banques. Ça, c'est très très important. On a le système financier le plus concentré dans la zone MENA, en Afrique et peut-être au monde en termes de public-privé. On a le système financier le plus exigeant, le plus gourmand en termes de garantie. On a le système financier le plus déséquilibré entre surliquidité d'un côté et financement de l'investissement de l'autre. Il est temps de l'ouvrir de façon consciente aux acteurs nationaux, privés,
et internationaux. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de banques privées cherchent à venir en Algérie, à investir en Algérie, mais l'Algérie reste du moins hermétique. Le marché financier. Alors, marché financier, si on introduisait 2 entreprises en bourse chaque mois, dans 10 ans, nous serions au niveau de la Palestine. Retenez ça, c'est assez choquant. Il faut également des nouveaux instruments financiers, pas pour faire du Wall Street, c'est simplement pour couvrir des risques basiques. Aujourd'hui en Algérie, il n'est pas possible de se couvrir contre le risque de taux. Aujourd'hui en Algérie, il n'est pas possible de se couvrir contre le risque de change. Ça, ce sont des freins à l'investissement. Et il y a des choses assez simples à faire qui permettent de passer ces petites barrières qui additionnent les unes aux autres rendent l'obstacle infranchissable. Par rapport à l'environnement de l'investissement, il est possible de passer dans les 50 mondiaux et dans les 3 meilleurs pays du bassin méditerranéen d'ici 2020. Les mesures sont très claires, les mesures sont très objectives et elles sont indépendantes de tout parti pris idéologique. Levier numéro 3, c'est par rapport à la cohérence des politiques. Il faut aller vers une politique d'ouverture. Nous parlons depuis des années de l'OMC, nous parlons depuis des années de la zone de libre-échange arabe, nous parlons de l'Union du Maghreb arabe, nous parlons de l'Union des pays méditerranéens, rive sud, rive nord, etc. Mais aujourd'hui, y a-t-il un calendrier pour aller vers ça? Il y en a pas. Il est très important de mettre ça en œuvre parce que ce n'est qu'avec cette épée de Damoclès, ce couplet, cette date butoir, que nous agissons. On agit toujours mieux sous la contrainte. Des fois, la contrainte est bonne, il ne faut pas s'en rendre. Il faut une politique industrielle cohérente et éclairée. Il faut soutenir les exportations, mais de façon pratique. Il faut alléger les procédures commerciales. Il faut aider les exportateurs. Il faut cibler les secteurs qui sont susceptibles de devenir exportateurs. C'est très important. 4e levier, par rapport à l'emploi surtout. Donc, il faut à tout prix changer de vision vis-à-vis de l'emploi. Aujourd'hui, c'est un exemple que je donne beaucoup. On crée des agences publiques pour financer la création d'emplois. Et donc, on met une première fois la main à la poche. On crée des agences. Ensuite, les clients viennent demander des financements. Mais il faut s'adresser à la banque. Le taux d'intérêt est un petit peu élevé. Qu'est-ce qu'on fait? On va le bonifier. Deuxième mise de fonds. D'accord? Taux d'intérêt bonifié à 80%. Ah oui, mais le principal, si jamais le client ne rembourse pas le principal, il faut un fonds de garantie. Troisième mise de fonds. Fonds de garantie. Donc le client, lorsqu'il vient demander un financement, il ne vient pas demander un financement, il vient l'exiger. À la limite, il vous dit, c'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État, c'est mon verre de pétrole auquel j'ai droit. C'est mon quota de la rente pétrolière, donnez-moi mon argent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Je vais migrer au Canada, donnez-moi mon argent. Et donc, cet environnement-là crée un aléa moral qui fait que le client n'est pas incité à rembourser. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, l'État le fera pour lui. Il faut absolument rompre avec cette pratique. Deuxième façon de rompre, c'est de créer des mécanismes de financement du besoin en fonds de roulement. On crée des entreprises, mais une fois qu'elles sont créées, elles ont disposé d'un financement, elles s'adressent à la banque. Les banques ne les accompagnent pas pour financer leur exploitation. Et pourtant, c'est tellement risqué de financer l'exploitation que de financer la création. Parce que quand vous financez l'exploitation, vous avez au moins un track record du client qui vous permet de dire ce compte-là bouge bien, ce compte-là bouge mal. Mais quand un client vient vous voir pour une création, c'est sa parole contre ce que vous en pensez. Alors, il faut aller vers une formalisation de l'informel pour en faire un allié, on en a parlé. Dernier levier, c'est
il faut aller vers une politique d'animation de l'État. L'État a plus un rôle d'animateur. La fonction de l'État, c'est pas de produire du lait ou du yaourt, c'est d'animer l'économie et de la réguler. Et pour ça, il faut l'ouvrir et il faut créer des institutions de suivi, des institutions, s'il le faut, présidées par le président de la République lui-même, mais à l'intérieur desquelles il y a des représentants des institutions publiques, des représentants des entreprises privées, des représentants des syndicats et des think tanks. Ça permettra de nous dispenser des tripartites, par exemple. On n'aura plus besoin de ce genre de concertation qui se font souvent a posteriori pour négocier, qui font un combat d'arrière-garde. Il faut créer des institutions qui, a priori, discutent les politiques économiques avant de les mettre en œuvre et qui se chargent par la suite du suivi et de leur évaluation. Voilà, c'est à ce prix que se fera la diversification et désolé d'avoir été trop long. Alors, vous venez de présenter un peu ces 5 leviers pour un peu hausse économique. Vous êtes banquier, donc j'ai l'occasion de vous poser une question sur le monde des banques. Dernièrement, on a eu des nouveautés dans le secteur banquier, notamment concernant l'ouverture de comptes, des mesures également prises pour entreprises. D'abord, en tant que banquier, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ces mesures? Est-ce que réellement c'est des mesures qui vont assouplir ce secteur bancaire? Et puis, est-ce que finalement, il n'aurait pas mieux fallu que les banques prennent elles-mêmes ces décisions et ne pas attendre que la décision vienne, ou l'ordre lui vienne du gouvernement? La deuxième question est plus difficile que la première, donc je vais commencer par la première en réfléchissant à la deuxième. En fait, les deux mesures dont vous parlez, la première consiste à réduire le nombre de pièces nécessaires pour l'ouverture d'un compte, et la seconde est destinée à fluidifier le processus décisionnel pour l'octroi d'un crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, l'octroi d'un crédit à l'exploitation prend en moyenne 3 mois et demi, et l'octroi d'un crédit d'investissement prend en moyenne 9 mois et demi. C'est plus qu'un bébé. Et là, encore une fois, nous saluons ces mesures-là parce qu'elles traduisent deux choses. Elles traduisent d'abord une prise de conscience. On a connu des temps où la prise de conscience n'était pas forcément dans la bonne direction. Et deux, ça traduit une volonté d'agir. C'est très important. Donc les mesures sont bonnes. Là où le bas pourrait blesser, c'est que lorsque vous avez une banque qui est organisée d'une façon à ce qu'il faille déposer un dossier en agence, qui traite le dossier, qui le transmet à une agence de grosse, qui retraite le dossier, qui le transmet à une direction de qui traite le dossier, qui le transmet à une direction régionale, qui traite le dossier, qui transmet à une direction centrale du crédit, qui traite le dossier, qui transmet à un comité, qui traite le dossier. Et ensuite, le dossier redescend en suivant le même parcours du combattant. Donc, le vrai problème, et j'en arrive à votre seconde question, n'est pas tellement dans la réglementation. La réglementation ne dit pas aux banques « mettez 9 mois pour traiter un dossier ». C'est l'organisation même des banques qui est un frein. Et c'est difficile de décréter, de chanter l'organisation d'une banque. Est-ce que les banques ont la latitude de changer leur organisation? Oui. Pourquoi elles ne le font pas? Plusieurs raisons. Il y a la pénalisation de l'acte de gestion. Lorsque vous discutez avec les PDG de banque, ils vous disent « Nous n'avons jamais vu un PDG rentrer en prison pour un crédit qu'il n'a pas accordé. » Donc du coup, si j'ai le choix entre donner un crédit ou ne pas donner, toute chose étant égale par ailleurs, je choisis de laisser courir. Donc vous pensez également et dans le management bancaire, exactement, et dans la démocratisation de l'acte de gestion. Exactement, c'est très très important. On en parle pas assez. Il y a un deuxième élément, c'est le système de rémunération des banquiers. Dans les banques publiques, il est souvent déconnecté de la performance économique. Et ça génère une attitude qui se comprend.
les gens vous disent, écoutez, que je me décarcasse à changer pour essayer de faire évoluer les choses. J'ai ce salaire-là, si je ne fais rien, j'ai le même salaire. Je choisis la solution de facilité. Je caricature un peu, mais c'est pas complètement faux. Merci.